Bonjour chers téléspectateurs, très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la santé. La particularité de cette production, nous voulons réfléchir par rapport à notre pays. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec le professeur Jean-Marie Kayembe-Toumba, doyen honoraire de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, président de la commission prise en charge médicale du secrétariat technique des ripostes contre le Covid. Et j'aimerais bien me limiter là, parce que s'il faut présenter ce qu'il est, il est vraiment un géant parmi les géants. Nous allons réfléchir plus sur la mission de l'université. L'université a 3 missions: l'enseignement, la recherche et surtout rendre service à la population. Alors, prof, aujourd'hui on sait que la qualité de notre enseignement n'est plus de qualité, il y a de faiblesses. Vous êtes enseignant, je ne sais pas si vous l'avez aussi observé. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes au niveau supérieur universitaire, mais vous reconnaissez quand même cette faiblesse? Je voudrais surtout m'appesantir sur les difficultés que connaît particulièrement aujourd'hui le secteur de l'enseignement universitaire. Problème notamment de vétusté des infrastructures, problème de renouvellement des cadres, problème d'enseignement pas toujours adapté à la résolution des problèmes de la cité, problème d'insuffisance des moyens, mais aussi d'infrastructures pour mener à bon port la recherche. Je voudrais simplement dire que nous ne devons pas forcément tirer une sonnette de fatalisme. Mon souci va dans le sens de faire d'abord un audit institutionnel. Un audit institutionnel sans complaisance pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché réellement 60 ans après. Vous risquez de me dire qu'il y a eu de nombreux audits, etc. Ces audits ont-ils suffisamment impliqué les acteurs? Par acteurs, j'entends les enseignants, j'entends les administratifs qui accompagnent ces enseignants, j'entends également l'étudiant lui-même. En ce moment où le monde entier voit la révision des programmes d'enseignement, voit le fait de développer un type d'enseignement basé sur l'acquisition de compétences plutôt que l'acquisition uniquement de théories, voit la place importante de la simulation dans tous les apprentissages techniques afin d'acquérir des compétences théoriques, c'est vrai, pratiques également, c'est encore plus vrai, mais ceci avec le stress en moins. Oui, nous devons sans complaisance révisiter notre évolution à l'heure actuelle. La médecine moderne est universelle. Donc, c'est-à-dire un médecin peut aller pratiquer son art partout où il peut se rendre. Mais au moment où nous avons cette faiblesse, nous avons, comme vous l'avez dit, un problème des infrastructures. Et est-ce que cette médecine congolaise en particulier demeure toujours universelle, ou le maintien aujourd'hui pour aller appliquer son art à l'étranger n'aura pas de difficultés? Regardez le nombre de médecins formés au Congo, qui aujourd'hui ne sont certainement pas parmi les piètres dans le monde, évoluant en Afrique du Sud, en France, au Japon et ailleurs. Nous n'avons pas à rougir forcément du produit de notre enseignement. La raison est aujourd'hui dans la facilitation offerte au monde de l'enseignement par la technologie, les techniques nouvelles d'enseignement à distance. Nous pouvons déplorer tout simplement les pesanteurs non justifiées, je le souligne de manière évidente, dans certaines de nos institutions, dans le chef de certains animateurs qui tardent à comprendre que l'enseignement à distance est le salut qui va certainement nous tirer de tous les aléas particuliers comme ceux que nous impose aujourd'hui la pandémie dont souffre le monde entier. Nous avons des personnes, grâce à l'Internet, grâce à l'enseignement à distance et grâce aux capacités de base acquises, on ne balaye pas tout,
On ne fait pas une table rase sur ce que ceux qui nous ont précédés ont construit. Nous avons des personnes qui ont reçu un bagage capable de leur permettre de se laisser manger à toutes les sauces. Ça voudrait dire par là de s'adapter aux circonstances un petit peu mieux nanties, structurées et mieux évoluées. Nous devons ici multiplier, privilégier le partenariat entre le système ou le secteur privé et public, le privé pouvant aider à financer certaines actions du système public, mais aussi le partenariat avec le monde extérieur, notamment d'autres universités. J'insiste sur la place de la formation et surtout celle de la formation à distance. C'est vrai, il y a des problèmes d'infrastructure. À votre époque, où vous étiez doyen, vous avez fait un effort, mais ceci n'est pas que pour l'université de Kinshasa, la faculté de médecine. Il y a aussi un problème de pléthore. Est-ce que cela influence aussi que pour que cette qualité soit encore moins faible? Vous citez un problème de sélection, un problème de pléthore, notamment dans les auditoires, etc. Aujourd'hui, la pandémie de Covid-19 qui nous pousse tous absolument à développer des mécanismes permettant de recourir, et c'est ça aussi un des points forts de la révision du curriculum. Nous en avons entrepris une à la faculté de médecine qui tarde à être appliquée. Je ne comprends pas toujours très bien pourquoi. J'espère enfin que certaines pesanteurs seront très vite surpassées, dépassées, afin qu'on puisse y arriver. Oui, on peut résoudre aussi ce problème de pléthore dans la sélection. Nous avons des concours de sélection, aujourd'hui instaurés à la faculté de médecine à l'université depuis pratiquement 7-8 ans. C'est certain qu'il faut un enseignement éclectique au niveau universitaire. C'est certain aussi, et je reviens sur l'outil d'enseignement à distance, il nous permettra de programmer un enseignement par petits groupes, un enseignement qui privilégie tous les jours et à chaque instant le travail participatif de l'apprenant. L'apprenant doit pouvoir être l'artisan, si pas celui qui choisit absolument la direction, sous la guidance bien sûr de ceux qui ont fait ces choses avant lui, mais il faut joindre l'utile et l'agréable en fournissant à quelqu'un des compétences ou des connaissances sans le stresser de manière étonnante. Je reviens, et c'est vrai, là sur l'impact notamment de l'enseignement par simulation dans différentes techniques, dans différents domaines qui utilisent surtout la technique et la technologie nouvelle. Alors, professeur, l'enseignement en médecine, ce n'est pas comme les autres enseignements, pour ne pas citer les noms. Mais l'enseignement de médecine est vraiment un enseignement un peu plus particulier que nous devons faire trop d'attention. On a observé un étudiant qui quitte son premier graduat dans tel établissement, deuxième fait ça dans un autre, ainsi de suite. À un moment, vous avez pensé pour mettre sur pied ce que vous avez appelé à l'époque collège du doyen. Où en sommes-nous avec ces collèges de doyens? Comment est partie cette idée? Est-ce que les fruits de ces collèges demeurent juste en ces jours? Ce collège de doyens se veut être un organe de contrôle. Sous la régulation de l'ordre des médecins, il devrait contribuer en face des décideurs à présenter le désir qu'exige la communauté, celle de notre pays à opter pour la couverture santé universelle. Qui dit couverture santé universelle reconnaît en premier lieu la qualité du produit, même l'acteur de santé, le médecin, le paramédical, etc. Donc on doit renforcer, améliorer la formation par tout ce que nous avons cité, les moyens modernes, les moyens de simulation, le moyen de l'apprentissage personnel renforcé pour améliorer tout cela. Ainsi donc, le collège de doyens devra aider l'exécutif, notamment dans les orientations stratégiques pour arriver à obtenir un produit
qui est prêt à rendre directement des services à la communauté. On va de cette manière éviter la formation à plusieurs vitesses. Mais il faut pour tout cela un certain leadership. Le leadership qui transforme réellement une société. C'est important et c'est capital. Ce collège de doyens qui a été initié ne devrait certainement pas mourir de sa belle mort dans les intentions. Il est temps que les dirigeants aujourd'hui s'en servent, aillent de l'avant et permettent l'application des résolutions qui ont été prises par un certain nombre de gens, des doyens à l'époque, qui ont réfléchi, constaté, fait une sorte d'analyse globale institutionnelle et proposé des pistes d'amélioration. On a reconnu des faiblesses, mais quelles en sont la force et les valeurs de notre enseignement? Nous avons un enseignement à plusieurs carrefours. Vous avez dans ce pays des expertises venant pratiquement du monde entier. Vous avez la volonté des acteurs qui veulent absolument aller de l'avant. Nous avons aujourd'hui commencé les efforts du rajeunissement du cadre enseignant. La moyenne d'âge était, il y a 5-6 ans encore, de plus de 62 ans. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir des collaborateurs, des enseignants de plus en plus jeunes. Ceci ne concerne pas simplement la médecine. Ceci concerne tout le monde, les décideurs et nous-mêmes. Nous devons pouvoir définir des stratégies efficientes. Il y a eu un audit de l'enseignement supérieur organisé sous la houlette de la coopération universitaire. Je pense que c'était au mois de septembre, si la mémoire ne m'a pas lâché, de l'année dernière. Il y a été question notamment de développer davantage la recherche dans nos structures universitaires, en proposant même d'aller jusqu'à proposer la création aussi d'un vice-rectorat, responsable comme on l'a pour le secteur académique, pour celui de la recherche. La recherche, pas une recherche tout à fait stérile, etc., mais la recherche dont les applications directes seront l'amélioration des services rendus à la communauté. Nous avons donc quelques laboratoires de recherche qui doivent être poussés, aidés à accomplir absolument leur rôle d'impacter la vie sociétale, de proposer des stratégies d'orientation réelle afin de faciliter aux décideurs la prise des règlements qui doivent régir absolument la gestion de l'enseignement supérieur et par elle la gestion de la cité. Parlez-nous aujourd'hui de la recherche. Hier, c'était comment, après les années 60, et aujourd'hui, la recherche au niveau des universités, particulièrement au niveau de la faculté de médecine, comment ça se passe aujourd'hui et ce qui touche la recherche? Nous avons des chercheurs formés dans les meilleures académies du monde aujourd'hui, parce qu'on ne fait pas la recherche isolée comme dans la tour de Babel dans les temps anciens. La collaboration, le partenariat avec le monde extérieur, le partenariat public-privé localement, c'est la seconde fois que je le dis, pourra nous aider à financer absolument à côté de l'État tout seul, qui a des tâches énormes, il faut le reconnaître, à financer la recherche dans notre pays. Nous devrons constituer de véritables banques de données, des travaux à tous les niveaux. Je parle des travaux de fin de cycle, aux travaux de fin d'études, aux mémoires, aux thèses, etc., qui devraient être les thèses, pas pour ressusciter Nietzsche et Vercingétorix, mais des thèses pour dire comment résoudre notamment le problème de la pollution à Kinshasa, comment résoudre le problème des difficultés de transport. Les sauts de moutons sont là, mais pourquoi a-t-on toujours des difficultés? L'université, l'enseignement doit pouvoir aider à solutionner tous ces types d'entraves à la vie sociétale. C'est pour ça que nous devons développer davantage dans la recherche des groupes multidisciplinaires, de groupes multidimensionnels, parce que la solution des problèmes de la cité ne peut reposer aucunement
sur les épaules d'une seule discipline, quelle qu'elle soit. À l'heure actuelle, tout est dans la complémentarité. Voilà ce que je pense, c'est développer la formation aussi de base afin que l'étudiant soit à même lui-même de développer de véritables projets de recherche générateurs de richesses pour lui-même en l'agrandissant, en l'améliorant, mais aussi des richesses pour améliorer et soulager la vie de toute la communauté autour de lui. Je voudrais là parler notamment de la recherche opérationnelle. Professeur, hier, vers les années 60, l'histoire nous enseigne que les gens se déplaçaient de partout pour venir se faire soigner en République démocratique du Congo. Et parmi les hôpitaux, il faut citer là où nous nous trouvons maintenant, au clinique universitaire de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est plutôt les Congolais qui vont à l'étranger. Et chose plus grave, aujourd'hui, les institutions hospitalières que nous avons, qui fait la fierté aujourd'hui, ce sont des institutions hospitalières dirigées par les expatriés. Que dites-vous à ce sujet? Je dois dire, la mort dans l'âme, que ce pays ne manque sûrement pas de compétences. D'ailleurs, la plupart d'entre nous qui vont à l'étranger, par qui sont-ils accueillis? Si pas souvent par les fils de ce pays qui se sont expatriés pour des besoins d'amélioration de compétences, d'infrastructures et de travail dans des conditions plus agréables. Nous sommes aux cliniques universitaires dont vous remarquez aujourd'hui que cette institution revêt à l'heure actuelle une peau neuve. La propreté ne nécessite pas que l'on vienne d'Amsterdam ou de Singapour. Je saisis l'occasion pour féliciter les efforts au quotidien du professeur Jean-Robert Makulo, qui est le médecin directeur actuel, qui est un véritable leader dans le sens d'améliorer l'environnement santé, l'environnement traitement, mais aussi tout court l'environnement géographique et physique des cliniques universitaires. Ce qui nous manque cruellement et surtout, c'est l'investissement dans l'infrastructure. La vétusté de nos infrastructures limite quelque part la qualité de soins. On a beau venir de Washington, de Tokyo ou de la capitale de la Chine, Pékin, mais dès lors que là où l'on utilise le laser pour améliorer un traitement, vous n'avez que votre souvenir pour intervenir, remarquez qu'on ne peut pas à l'heure actuelle demander, comme à l'époque du Christ, que les apôtres pris de panique réveillés parce que lui dormait pendant qu'il y avait une tempête et sa seule parole a suffi. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le pain et l'eau qui vont résoudre le problème. Il faut, c'est vrai, au départ, une politique pensée, orientée, mais il faut également un outil pour permettre d'améliorer. C'est dans ce domaine que nous devons évoluer. Pour le faire, formation de base de qualité pour créer justement le besoin et l'émulation, mais en face aussi partenariat fort entre le public et le privé, entre aussi nous et le monde extérieur. Pourquoi faudrait-il qu'un expatrié vienne, lui, développer une approche médicale supérieure à la nôtre? C'est l'investissement qu'il met, pas parce que nous n'avons pas dans ce pays de dignes fils. Je suis quelqu'un qui croit absolument dans la magie réelle du partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans notre pays. Et je terminerai là pour dire, remarquez ce bâtiment des cliniques universitaires, c'était un hôpital de l'ONATRA. À l'époque, entreprise, si je ne me trompe pas, semi-publique, semi-privée. Et l'ONATRA, en collaboration avec le gouvernement, voici aujourd'hui les cliniques universitaires. Nous pouvons citer des exemples de ce type de partenariat. Je m'en voudrais de ne pas dire, par exemple, l'hôpital du Cinquantenaire, qui aurait pour gestion et pour moyens, pour assise, l'université. Voilà des possibilités qui s'offrent à nous et que nous devons absolument exploiter. Hier, c'était plus facile l'accès aux soins de santé de qualité avec
les mutuelles de santé, les cartes des ayants droit, facilement vous vous présentez à une institution hospitalière vous prend facilement en charge. Pour revenir un peu vers ces années-là, 60, 70, voire même 80, que devons-nous faire? Que devez-vous proposer aux autorités pour que les Congolais soient fiers d'être pris en charge dans des établissements appropriés? Les problèmes sont multiples pour ceux qui nous dirigent et nous devons les accompagner par les expertises en divers genres. Nous devons développer davantage l'altruisme. Je ne voudrais pas ici m'ériger en censeur ou en donneur de leçons, mais je pense que nous avons dans ce pays suffisamment de compétences. Ces questions de santé, nous avons dans notre pays des meilleurs parmi les meilleurs d'Afrique, écoles de santé publique, dans lesquelles vous avez des formations managériales, des formations en économie de la santé, en épidémiologie et même en épidémiologie de terrain. Utilisons toutes ces compétences en mettant aussi la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que nous tirerons de nos gibecières respectives la recette ou les recettes, il n'y en a pas une magique nécessaire à nous permettre d'amorcer une solution efficiente de problèmes de notre cité. Oui, professeur, toujours dans ce cadre-là, dans la troisième mission de l'université, celle de rendre service à la population. Vous avez de lourdes responsabilités au niveau du secrétariat technique. Vous présidez la commission prise en charge médicale. La maladie est là, on est dans la troisième vague que d'autres encore ignorent. Vous avez la population, c'est une belle opportunité pour nous pour que vous puissiez dire un mot à la population qui nous regarde maintenant. Nous avons aujourd'hui dans notre pays le variant du virus Delta qui a décimé des populations en Inde, dont la transmissibilité est très importante. C'est un fait connu. Les indicateurs qui nous montrent réellement la troisième vague, c'est l'augmentation du taux d'occupation de nos hôpitaux, l'augmentation du taux d'infection, l'augmentation également des malades admis en soins intensifs ou en réanimation et par conséquent l'augmentation des décès. Que voulons-nous de plus? Les faits sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Que ceux qui doutent encore croient réellement que nous avons la troisième vague. Mais qu'est-ce que nous devons face à cette troisième vague? Ce n'est sûrement pas désarmer. Ce n'est sûrement pas n'avoir que nos yeux pour pleurer. Mais c'est aussi que les experts et tous les leaders d'opinion s'approprient la chose pour communiquer, informer. La bonne information qui peut atteindre la communauté. Imaginez notre population qui est très religieuse, un pasteur qui lui-même s'approprie la propagation des mesures barrières, qui explique le bien fondé dans des termes simples de ces mesures barrières. Vous voyez quel impact sociétal il peut avoir. Et ensemble, nos spécialistes, à partir de ceux qui le sont devenus par la pratique, comme les petits commerçants, etc., qui proposent des pistes au niveau où ils habitent, dans leur famille, les moyens de subvenir aux conséquences socio-économiques de la Covid-19. C'est ensemble que nous pourrons vaincre cette pandémie par l'information correcte, les messages ciblés pour des populations ciblées. Et ces messages ciblés concernent aussi notamment l'acceptation de la vaccination dans notre pays. C'est un travail de tous. Il n'est pas à laisser à la seule commission de la riposte ni aux seuls professionnels de santé. Ils n'ont pas de baguette magique pour espérer atteindre le plus grand nombre. Voilà, nous venons de passer le message par rapport aussi à cette pandémie qui tue beaucoup de gens d'une manière silencieuse. Merci professeur pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour essayer un peu d'échanger sur l'enseignement
sur la recherche. Merci pour nous avoir édifiés. Si vous avez un mot peut-être avant de nous séparer. Le seul mot, c'est vous remercier de nous donner l'occasion de sensibiliser notre population. C'est ensemble, comme un seul homme, que nous pourrons vaincre, le chef de l'État l'a dit, l'ennemi qui est commun, mais qui, lui, a l'avantage d'être un ennemi invisible. Je parle là de la pandémie à Covid-19. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis dans l'espoir de vous proposer un autre toujours en réfléchissant sur notre indépendance 61 ans. Merci et à la prochaine.